Bonjour mes chers élèves, toujours dans l'étude de l'information génétique, aujourd'hui on va entamer le transfert de l'information génétique au cours de la reproduction sexuée. Une reproduction sexuée est un phénomène biologique qui exige l'existence d'un mâle et d'une femelle. Alors le mâle doit être diploïde, c'est-à-dire dans le cas de l'espèce humaine, 2n est égal à 46. 2n est égal à 46 chromosomes, c'est-à-dire que chaque cellule de cet être vivant renferme 46 chromosomes qui sont organisés par paire. Et la femelle doit avoir aussi 46 chromosomes. Ces deux êtres vivants, pour avoir une reproduction sexuée, doivent produire des gamètes. Et le phénomène qui assure la production des gamètes s'appelle la méiose. Donc, une méiose va donner des gamètes ayant une formule chromosomique haploïde n est égal à 23. De la même façon, la femelle va subir une méiose. Cette méiose est subie par les cellules sexuelles pour donner, ici il va donner des spermatozoïdes, et ici il va donner des ovules. Donc le phénomène c'est la méiose. Donc le phénomène responsable de la production des gamètes chez le mâle et chez la femelle, c'est la méiose. Donc cette méiose assure la réduction de la formule chromosomique diploïde à la formule chromosomique haploïde. Donc ici on a des êtres diploïdes, et leurs gamètes sont haploïdes. Un gamète il est haploïde. Et ici, gamète haploïde. Alors, après, ces deux gamètes vont être fusionnés par un autre phénomène biologique qui s'appelle la fécondation. Cette fécondation va nous donner la naissance d'un zygote. 2n est égal à 46. C'est un zygote. Ou bien cellule œuf. Et le phénomène s'appelle la fécondation. Donc après fécondation, donc on a la méiose qui réduit la formule chromosomique d'une formule diploïde à une formule haploïde, et la fécondation qui va restituer cette formule chromosomique et va revenir à la formule diploïde. Après, ce zygote, ou bien cette cellule œuf, va entrer dans un autre phénomène biologique qui s'appelle la mitose, qu'on a déjà vu dans l'unité précédente. Donc, après des mitoses successives, il va donner un nouveau-né. Donc, être vivant. Ce nouveau-né va aussi suivre des mitoses successives pour donner un être mature, c'est-à-dire qui est pubère. Cet être pubère, s'il est
si il est mâle, il va donner, si c'est un mâle, il va produire des spermatozoïdes. Et si il est femelle, il va produire, ici, si il est femelle, et ici, si il est mâle. Il va produire, si il est femelle, il va produire des ovules, et si il est mâle, il va produire des spermatozoïdes. Et ainsi, le cycle de vie de l'espèce humaine se répète perpétuellement tant qu'il y a la vie. Donc, ici, on parle de cellules sexuelles. Cellules sexuelles. De la même façon, cellules sexuelles. Donc, ce sont les cellules sexuelles qui sont affectées par le phénomène de la méiose afin de produire des gamètes. Ici, c'est un gamète femelle. Gamète femelle. Et ici, c'est un gamète mâle. Ici, c'est un gamète mâle. Et la mitose, elle affecte toutes les cellules sans exception, que ce soit des cellules sexuelles ou bien des cellules somatiques. À titre de rappel, la formule chromosomique de toutes les cellules de l'organisme humain ou bien de l'organisme d'un être vivant qui se reproduit sexuellement ont une formule diploïde à l'exception des gamètes. C'est-à-dire dans notre organisme, toutes les cellules ont une formule chromosomique 2n est égal à 46, sauf à l'exception des gamètes. C'est un mâle, les cellules sexuelles qui se trouvent dans les testicules produisent des gamètes ayant une formule chromosomique haploïde n est égal à 23. Si c'est une femelle, les ovaires renferment des cellules sexuelles qui produisent des gamètes ayant une formule chromosomique haploïde n est égal à 23. J'espère que vous avez bien compris ce cycle de vie de l'espèce humaine et on va passer à l'explication des phénomènes de la méiose, de la fécondation et de la mitose, même si on a déjà vu dans une séance précédente les étapes de la mitose. Alors, les étapes de la méiose, le cas d'une cellule animale 2n est égal à 4. Comme on a déjà vu, la méiose, il passe par deux divisions méiotiques, à savoir la division réductionnelle et la division équationnelle. Donc, division réductionnelle. Ou bien première division méiotique. Division réductionnelle. Première division méiotique. Une première division méiotique. Cette division passe par 4 étapes, à savoir la prophase, prophase 1, prophase 1. Chaque étape a des caractéristiques. Donc on a la formule chromosomique 2n est égal à 4, c'est-à-dire la cellule doit renfermer 4 chromosomes qui sont semblables 2 à 2, car on a un être diploïde, c'est-à-dire on aura 2 paires de chromosomes homologues. Alors la prophase, on va représenter la cellule par un cercle car on a la cellule animale. Cette étape est caractérisée par la dégradation de la membrane nucléaire. Et comme on a la cellule animale, elle est caractérisée par l'existence du centrosome qui se trouve dans le cytoplasme et qui se transforme en astre. Donc,
transformation du centrosome en astre. Et entre ces deux astres, on doit représenter le début de la formation du fuseau achromatique ou bien du fuseau de division. Donc on a début de la formation du fuseau de division. Astre, début de la formation du fuseau de division. Et on a la dégradation de la membrane nucléaire. À l'intérieur du noyau, on a la chromatine, mais on préfère représenter les chromosomes comme s'ils sont bien clairs, même s'ils ne le sont pas. On ne peut pas les voir à l'œil nu, mais on peut les voir avec le microscope. Mais on va les représenter clairs pour bien visualiser le nombre de chromosomes et aussi le nombre de paires de chromosomes homologues qui existent dans la cellule. Mais réellement, ils sont sous forme de nucléofilaments qui sont très fins et qui s'enroulent sur eux-mêmes. Voici la première paire de chromosomes homologues. La seconde, je vais la représenter par une autre couleur pour bien visualiser les deux paires. Donc on a deux paires de chromosomes qui sont égales, qui se ressemblent. Donc cette cellule mère a une formule chromosomique 2N est égal à 4, c'est-à-dire 4 chromosomes au total, 1, 2, 3, 4. N est égal à 2, N c'est le nombre de paires de chromosomes. On a une paire verte et une paire noire. Et le 2 désigne le type de l'être vivant qui est un être vivant diploïde. Pour la métaphase, la deuxième étape c'est la métaphase 1. Métaphase 1. Il est caractérisé par la disposition des astres au pôle de la cellule et les chromosomes, c'est la surface latérale, les chromosomes se trouvent sur la plaque équatoriale et ils sont de part et d'autre. Ils sont de part et d'autre de... Alors, je vais laisser cette plaque jusqu'à ce que je représente les chromosomes. Donc, la paire de chromosomes noirs se dépose de part et d'autre de l'équateur, ainsi que la paire de chromosomes verts Alors, le fuseau achromatique se termine et il est composé de deux types de fibres, à savoir des fibres polaires et des fibres chromosomiques. Les fibres polaires, ce sont ceux qui ont été formés au début de la prophase 1 et les fibres chromosomiques, ils naissent au niveau des centromères de chaque chromosome et se dirigent vers les pôles. De même, on aura... Donc, ici, c'est la fibre ou la microtubule. Microtubule chromosomique et polaire. Celle-ci, il s'appelle chromosomique. On a deux types. Chromosomique. Et on a les microtubules polaires.
microtubules polaires. Donc, ces deux microtubules, polaires et chromosomiques, constituent le fuseau chromatique égal fuseau achromatique ou bien fuseau de division. Chromosome équatoriel. Chromosome chromosome métaphasique. Chromosome métaphasique. Métaphasique. Et on a une plaque équatorielle qui se trace. Il n'est pas réel, mais il est virtuel. On veut montrer que les chromosomes se placent sur la plaque équatorielle et chaque paire de chromosomes est placée de part et d'autre. Les deux chromosomes de la même paire se placent de part et d'autre de l'équateur et ils sont traversés, ces deux chromosomes, par une même microtubule chromosomique de la même façon pour chaque paire de chromosomes, quel que soit le nombre de chromosomes qui existent dans cette cellule. Après, on a l'anaphase 1. Donc 2n est égal à 4. La troisième étape, c'est l'anaphase 1. L'anaphase 1, les deux chromosomes de chaque paire se séparent et chacun d'eux se dirige vers le pôle qui lui est proche. Donc on aura le schéma de cette façon. Voici les astres et les microtubules chromosomiques vont se raccourcir pour que les deux chromosomes bichromatidiens chacun se dirigent vers le pôle qui lui est proche. Alors, les deux chromosomes il n'y a pas de clivage du centromère du chromosome et après on va passer à la télophase 1. La télophase 1, on va représenter des cellules qui sont haploïdes. La première cellule fille et la deuxième cellule fille. Il n'y aura pas d'astre, disparition c'est-à-dire transformation des astres en centrosomes et reconstitution de la membrane nucléaire dans chaque cellule fille. Et chaque cellule fille reçoit la moitié des chromosomes de la cellule mère, c'est-à-dire séparation des deux paires de chromosomes. Et chaque cellule fille reçoit la moitié et on aura chaque cellule reçoit un chromosome noir et un chromosome vert. C'est-à-dire cette cellule a la formule chromosomique n est égal à 2 et cette cellule aussi aura n est égal à 2. C'est-à-dire ils sont haploïdes. Ces deux cellules sont haploïdes. Donc, haploïde, aussi haploïde. La cellule mère, elle est diploïde.
Alors après qu'on obtient en télophase 1 les deux cellules haploïdes, n est égal à 2, ces deux cellules vont entrer directement dans la prophase 2. C'est-à-dire on va passer à la deuxième division méiotique qui est la division équationnelle. Division équationnelle. Division équationnelle, c'est-à-dire la deuxième division méiotique. Cette deuxième division méiotique renferme aussi 4 étapes, à savoir la prophase 2, prophase 2, donc les deux cellules vont subir la dégradation de la membrane nucléaire, la transformation du nucléosome qui se trouve, du centrosome qui se trouve dans le cytoplasme en astre. Donc, les mêmes caractéristiques qu'on a déjà vues au cours de la prophase 1. Mais dans ce cas, on a n est égal à 2. Apparition des astres, de même début de la formation du fuseau achromatique, et on aura nos chromosomes, ils sont déjà bichromatidiens. Un chromosome vert et un chromosome noir dans chaque cellule, et on a la dégradation de la membrane nucléaire. Puis on passe à la métaphase 2. Métaphase 2. Au cours de cette métaphase, les astres se placent dans les pôles au niveau de chaque cellule, c'est-à-dire on aura nos deux cellules de cette façon, les astres qui se placent dans les pôles, l'équateur, mais dans ce cas, les centromères de chaque chromosome se placent sur l'équateur, c'est-à-dire ce sont les chromatides qui se placent de part et d'autre de l'équateur. Donc on aura le centromère du chromosome noir et la chromatide se place de part et d'autre de l'équateur. De la même façon, on aura chaque chromatide de part et d'autre, que ce soit chez le chromosome noir ou bien chez le chromosome vert, pour qu'on puisse avoir après clivage la séparation des chromatides sœurs. Et au niveau des centromères naissent des microtubules chromosomiques qui se dirigent vers les pôles. De la même façon pour chaque chromosome. De même, on a les microtubules polaires qui lient entre les pôles, mais qui ne passent pas par les chromosomes, mais ils passent entre ces chromosomes. De la même façon, les chromosomes sont sur la plaque équatorielle, c'est-à-dire dans le centre de la cellule. Et après cette étape, on passe à l'anaphase 2. Au cours de cette anaphase, on a le clivage de chaque chromosome, de chaque centromère, pour qu'il y ait séparation des chromatides sœurs. Donc nos deux cellules deviennent comme ça. On aura les pôles qui vont recevoir un groupe de chromatides après clivage des centromères de chaque chromosome.
Et à la fin, on aura une télophase 2 qui représente la fin de la myose. Télophase 2. Au cours de cette télophase, on aura 4 cellules haploïdes qui s'appellent les gamètes, dont chacun renferme une chromatide. La première, la deuxième, la troisième cellule et la quatrième. On aura une reconstitution de la membrane nucléaire dans chaque cellule. Une reconstitution de la membrane nucléaire. Et chaque cellule reçoit une chromatide noire et une chromatide verte. Donc ce sont les 4 gamètes haploïdes. 4 gamètes haploïdes. N est égal à 2. Alors, comme vous voyez, à partir d'une cellule mère diploïde, dont les chromosomes sont ampères et sont bichromatidiens, cette cellule subit une division réductionnelle qui donne à la fin 2 cellules haploïdes filles dont les chromosomes sont bichromatidiens. Et chaque cellule fille entre dans la division équationnelle et qui, après 4 étapes qui sont la prophase 2, la métaphase 2, l'anaphase 2, la télophase 2, il donne 2 cellules filles. C'est-à-dire au total, on aura 4 cellules filles haploïdes dont chacune reçoit le 1/4 des chromatides de la cellule mère. Si on compte les chromatides, on aura dans la cellule mère, au moment de la prophase 1, 8 chromatides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et à la fin, ces 8 chromatides sont divisées en 4 pour que chaque gamète reçoit le 1/4 de la cellule mère. La quantité d'ADN, si on considère qu'on a ici 2Q, une quantité d'ADN qui est égale à 2Q, les 2 cellules reçoivent chacune Q, et ici on aura Q, mais à la fin de la myose, chaque gamète reçoit le Q sur 2 en quantité d'ADN, Q sur 2 et un Q sur 2. Ainsi notre séance prend fin. Merci de votre attention. J'espère que vous avez bien compris le phénomène de la myose ainsi que les étapes dont il passe et les 4 étapes de la division réductionnelle ainsi que celle de la division équationnelle et la relation entre la cellule sexuelle mère et ses gamètes. Comme vous voyez, la cellule sexuelle mère elle est diploïde et elle renferme des paires de chromosomes homologues dont les chromosomes sont bichromatidiens. Mais à la fin, chaque gamète reçoit le 1/4 des chromatides de la cellule mère. Mais ces 4 gamètes sont différents de point de vue information génétique. Merci et à la prochaine séance. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا للعمل بجد ونشر المزيد من الدروس إن شاء الله.